Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour Thierry Mandon. Je suis très ému de recevoir un homme tel que vous dans l'émission. Là, on passe de l'entreprise à la vie publique, donc on s'est fait beau tous. On est tous bien sapés. Merci d'être parmi nous. C'est gentil de venir apporter votre éclairage. Bonjour Frédéric Lanier. Donc moi, la première question qui me vient, on n'avait pas vraiment imaginé celle-là, mais ça m'a travaillé en préparant l'émission, c'est quand on arrive à la simplification de l'État, et vu l'état de l'État, par quoi on commence, Thierry Mandon? D'abord, on a commencé avant, en fait. On a commencé 2 ans avant par un tour d'Europe et par le repérage de toutes les bonnes pratiques de modernisation des administrations, notamment des normes, de l'allègement des normes dans tous les pays européens. Et donc, on a une forme entre guillemets d'expertise présumée qui fait qu'on a une idée à peu près claire de la façon dont il faut s'y prendre et donc de la stratégie à mettre en œuvre. Et à partir de là, on s'assure que le président de la République, puisque en France, c'est un homme unique, tout procède de lui, tous les pouvoirs sont entre ses mains, on vérifie que le président de la République est bien avec vous, derrière vous, et va vous soutenir dès que les petites bourrasques vont arriver. D'accord. Donc quand vous êtes arrivé au gouvernement, donc François Hollande, à ce moment-là, vous y croyiez ou est-ce que vous disiez ça va être très très compliqué? D'abord, c'était même pas de l'ordre de la croyance, c'était de l'ordre de la certitude absolue. Ça l'est toujours d'ailleurs, je pense que un énorme problème de normes envahissantes qui contribuent à la distance entre les citoyens et la République. Et donc, il n'y a pas de problème, il n'y a pas il faut, et il faudra, et la guerre, tout ça. Si on veut rapprocher les citoyens de leur République, il y a plein de chantiers, mais il y en a un qui s'appelle allègement, débureaucratisation, simplification, on peut le prendre dans tous les sens, faire en sorte que le précepte tout bête qui figure dans la Constitution, nul n'est censé ignorer la loi, devienne un concept pratique, concret, ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui, puisque vu le nombre de milliers de règlements et de normes qui s'appliquent, personne ne sait exactement ce qu'il a à faire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut ne pas faire. D'ailleurs, si sur une échelle de 1 à 10, on va dire que 10 est le plus agile, vous l'estimez à quoi notre administration aujourd'hui? On peut mettre des demi-points. Vous êtes libre. On va mettre un demi-point, 0,5. Ah ouais. Ah oui, je pensais que vous alliez dire un petit 6,5 pour être sympa. Non, un 0,5. Non, mais c'est pas une question de sympathie. Moi, je crois à la puissance publique, mais je pense qu'aujourd'hui, elle est entravée et dévitalisée. Entravée par ces règlements, ces normes, dévitalisée parce qu'à partir du moment où ça n'est plus qu'un maquis illisible de procédures, la vie ne circule plus. Et donc, il faut à l'évidence, il faut remettre ça sur les pieds. Et vous avez parlé d'un tour d'Europe des États, des États. Lequel avait la meilleure note et quelle était cette note? Alors, il y a eu un programme européen qui s'appelle Better Regulation, qui était l'initiative de la Commission justement de pousser les pays à alléger. Et celui qui se revendique le plus avancé, c'est pas tout à fait faux d'ailleurs, c'est le Royaume-Uni. Ceux qui me semblent, donc c'est qui se reconnaissent eux-mêmes comme les plus avancés. Ceux qui me semblent les plus intéressants, c'est les Allemands. Je pense que c'est probablement eux qui sont le plus efficaces en matière de procédure et de fabrique de procédures, beaucoup plus adaptées au rythme et à la vitesse qu'implique la vie économique et la vie des sociétés modernes. Et est-ce que vous inspirez d'eux ouvertement, librement? Il y a un échange de bonnes pratiques ou c'est au hasard, l'espionnage un petit peu léger? Non. J'ai fait 6 voyages de 4 journées en Allemagne où j'ai rencontré tout ce qui bouge en matière de production de normes et au gouvernement et même dans les États, parce que comme c'est fédéral, il y a des problématiques particulières. J'ai été plusieurs fois en Angleterre et d'ailleurs Francis Maud qui maintenant est sorti du gouvernement mais était devenu un ami. Non, on fait ça. Il y avait une sorte
de team européen des débureaucratiseurs. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pendant votre passage? Parce que vous êtes resté quoi, en tout 2 ans au gouvernement, mais sur la partie réforme, simplification, un peu plus d'1 an, ce qui laisse quand même le temps de faire des choses. Qu'est-ce que vous avez fait de marquant, en tout cas pour vous, et qui peut-être vous auriez voulu continuer? Qu'est-ce qui s'est passé au fond? Alors, peut-être je vous fais 2 niveaux de réponse, d'abord la méthode et ensuite les résultats, sachant que je pense que la méthode est encore plus intéressante que les résultats. Le problème de l'hyperproduction de normes en France, c'est un système tout à fait classique que vous connaissez parfaitement, compris qui existe dans les entreprises privées, donc de top-down, c'est-à-dire le gouvernement dit il faut prendre en gros telle loi et tel dispositif, fait croire au Parlement que c'est le Parlement qui vote la loi, mais comme le groupe majoritaire fait ce que le gouvernement lui dit de faire, produit une loi, les administrations centrales produisent les décrets d'application et ça donne une loi, un règlement, une norme, une fabrique de politique publique. Mon sentiment, c'est qu'il fallait exactement pour débureaucratiser un processus inverse, c'est-à-dire partir de l'usager. En l'occurrence, on a décidé de se concentrer dans un premier temps sur les entreprises, puisque c'était un paquet de mesures liées au pacte de compétitivité pour renforcer la compétitivité des entreprises. Donc, on a pris les entreprises. Dans les entreprises, on a pris les responsables en but, concrètement, pas théoriquement, concrètement, avec des problèmes de complexité, obtenir un permis de construire, recruter, licencier, former, rémunérer, l'ensemble, s'occuper de la santé des salariés au travail, des niveaux hiérarchiques directement en but avec des problèmes de complexité qu'ils identifiaient comme essentiels pour eux, puis des acteurs administratifs, eux aussi au bon niveau hiérarchique, qui étaient censés, grâce à leur matelas réglementaire, répondre aux problèmes identifiés par les entreprises. Et ensuite, on leur demande, on les disait, voyez, là, il y a un problème pour l'entreprise, vous avez tel type de règlement, et ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire, comment modifier les choses pour que ça marche? Donc c'est l'adaptation de la règle administrative aux usagers. Partir de l'usager, ça doit là aussi vous rappeler des choses, nous on n'appelait pas ça de l'agilité, mais puis ensuite, une fois qu'on a identifié la réponse, on allait, en l'occurrence à l'Élysée, tous les 6 mois, faire tamponner par le président de la République 200-250 mesures à chaque fois, de simplification. Il disait oui, ça a été bien préparé, c'est bien travaillé, c'est ça que je veux faire, et les choses se sont faites plutôt bien d'ailleurs pendant une année. Ça c'est la méthode. Sur le fond, 2-3 exemples, mais très brefs, les entreprises avaient un problème en France, ont un problème en France, et l'ont toujours, par exemple en matière de construction. Les permis de construire, obtenir un permis de construire, pour une entreprise, c'est extrêmement long. Ça peut prendre des années, pour peu qu'il y ait des recours d'usagers, c'est encore plus long. Ça peut prendre 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et il y a beaucoup de secteurs d'activité économique, je pense à la logistique par exemple, pour qui c'est un énorme problème. Quand vous décidez de vous poser à Dijon, parce que c'est un nœud européen logistique, s'il faut 6 ans avant de pouvoir exercer, il y a quand même des chances que les concurrents soient passés avant vous. Donc on a réussi par un certain nombre de mesures à la fois à raccourcir les procédures d'instruction, faire en sorte que s'il y avait des recours, ils passent en référé, donc en 2 mois et non pas en 3 ans, et on a raccourci, on a divisé par 4 les délais d'obtention des permis de construire. Mais je pourrais prendre des documents fiscaux aussi qu'on a supprimés, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils demandaient aux entreprises des journées de travail considérables, c'était de l'ordre d'une semaine pour une personne à temps plein dans l'entreprise, pour remplir des documents dont toutes les données figuraient par ailleurs dans d'autres documents que l'entreprise avait déjà résolus. Voilà, c'est ce genre de choses, il y en a eu pas loin d'un petit millier en 1 an. Et pour vous, c'est suffisant quand on vous a finalement nommé à un autre poste? Non, ce qui s'est passé entre les deux, c'est que c'est une machine à produire la simplification qu'on avait mis en place. Et c'était un petit travail artisanal au départ, et puis en 1 an, on a quand même identifié 2000 mesures, on en a fait 1000, donc c'est devenu une petite usine. Pas une grande usine, mais c'est devenu une petite usine. Quand vous êtes un artisan, ce que vous faites dans votre atelier, les gens, même par politesse, vous donnent un petit coup de main, ils disent oh, il faut l'aider, il est sympa, il essaie de faire bouger les choses. Quand c'est une industrie, même petite, ça commence à déranger. Et quand l'administration a par ailleurs son propre agenda, qui n'a rien à voir avec la simplification, qui est qu'elle doit produire
des politiques publiques, des services publics. Les deux arrivent à se percuter. Les débureaucratiseurs, les simplificateurs perturbent le travail classique de l'administration. C'est à peu près en ces mots qu'on me l'a dit, à un moment, au plus haut niveau de l'administration française, ou presque, et qu'on m'a fait comprendre que voilà, ça devenait problématique, surtout qu'il y avait les attentats, il y avait tout était paralysé par la peur, donc il fallait que je ralentisse le rythme. Voilà. C'est l'administration qui tape à la porte du politique, qui est censé la, entre guillemets, moderniser, et qui lui dit, bon, maintenant c'était bien, mais on a des choses sérieuses à faire, quoi, en gros. Alors, c'est compliqué parce qu'à l'évidence, la personne qui est venue me voir pour me dire ça, au demeurant, me l'a quand même dit, était bordée politiquement. Ouais. C'est bien que vous ne pouvez pas aller voir un ministre ou un secrétaire d'État chargé de ça, qui fait une grand-messe à l'Élysée tous les 6 mois, en lui disant maintenant, calmez, vous êtes bordé politiquement. C'est quand même dans la sphère politique que ça se joue. Et on peut comprendre ça d'ailleurs. C'est un des vrais sujets de la modernisation de l'administration et de l'État français. C'est que pour moderniser, il y a tellement de boulot qu'il faut que ce soit dans une certaine durée, avec une certaine continuité. Et il faut donc neutraliser la méthode, enfin le chantier, dans sa mise en œuvre, il faut le neutraliser de la vie institutionnelle plus générale, quels que soient ses aléas. Si vous faites, on y va, 6 mois après on n'y va pas parce qu'il y a une maladie ou un problème de sécurité, c'est un problème. Il faut installer ça dans la durée. C'est ce qui manquait là. Il y avait la volonté au démarrage, il y avait l'énergie, il y avait la méthode, mais il n'y avait pas l'inscription institutionnelle dans des mécanismes garantis dans une certaine durée. Qu'est-ce qui fait que... 5 à 6 ans. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui fait que justement, est-ce que c'est quelque chose qui est un rapport entre le temps politique et la permanence du pouvoir administratif dans laquelle les hauts fonctionnaires sont inscrits dans une administration, s'inscrivent dans une carrière administrative et dans une administration de référence quasiment à vie? Est-ce que c'est le décrochage entre le temps politique d'un côté et le temps de la carrière administrative et l'appartenance à une administration qui crée ce problème? Non, je pense que c'est le fait que la vie administrative en France, c'est pour les politiques, comme pour les responsables de l'administration, ça relève de la religion. Je veux dire par là que c'est très important. L'État français s'est construit sur le contrôle. Il ne s'est pas construit sur le service. Il s'est construit sur, il est né sous Henri IV, hein, on pourrait même dire avant, mais en gros sous Henri IV, il s'est construit sur la fonction de contrôler un pays qui était fait de féodalité, qui partait dans tous les sens, et qu'il fallait un État qui tienne tout ça, malgré lui, le mot est important, en paquet. Et donc, c'est au cœur anthropologique de la fabrication de l'État, il y a cette volonté de contrôle des choses, donc de normes. Même je dirais que l'État est d'autant plus fort en France qu'il contrôle ce qui se passe. Et donc, l'organisation administrative, c'est pas quelque chose pour le politique, c'est essentiel, c'est son moyen d'action numéro 1. Le problème, c'est que le politique, il n'a pas d'air, et s'il a un gros problème qui n'a rien à voir avec l'organisation de l'administration, mais qui lui prend tout son temps, le terrorisme en étant exactement un, il dit non, maintenant c'est ça qui est important, et du coup, l'administration, il n'y a plus rien qui bouge. Donc en fait, c'est une question d'organisation administrative, d'une tutelle absolue que l'État organise sur nous. L'ENA, si on va jusqu'au bout de l'analyse, l'École nationale d'administration, étant le lieu où se bâtit ce pouvoir de coercition, puisque l'ENA produit à la fois les futurs dirigeants politiques et les futures directions d'administration centrale. C'est des copains de promotion. Ces deux ensemble, qui partagent la même culture, le même réseau, la même vision des choses, et qui donc sont réunis par cette religion-là de l'État. D'accord. Donc il y a une religion de l'État d'un côté,
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de mistigris politique qui serait que chaque fois qu'on essaye, moi je vais dire d'abord agiliser, mais après on peut dire simplifier, et que donc chaque fois qu'on essaye de simplifier, en fait on vous sort le mistigris peut-être c'est plus libéral. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de la simplification dans un langage politique qu'on voudrait appeler le libéralisme? Vous avez tout à fait. Alors, c'est une question, là, pour le coup, politique très importante. Le risque existe. Moi-même, on l'a au démarrage souvent dit. Mais ta simplification, c'est en fait la libéralisation appelée autrement. Et à cette question, je répondais toujours non, c'est l'inverse. C'est rendre le droit effectif. Mais quand on a pensé à l'émission, on n'a même pas pensé à ça. Ça, je viens d'y penser maintenant. Oui. Que peut-être il y avait des gens qui tournaient la question comme ça. Quoi. Oui. Mais donc, et moi, ma réponse était non, c'est l'inverse. C'est au nom du droit que je le faisais. C'est pas au nom de l'absence ou du moins de droit. Je le faisais au nom de l'effectivité du droit. Car un droit qui ne peut pas s'appliquer ou dilue les responsabilités parce qu'il est tellement complexe, tellement long dans sa mise en œuvre, c'est du faux droit. D'accord. Un droit que l'usager ne connaît pas parce qu'il faut Bac+17 en droit pour savoir comment construire un dépôt de grains dans une ferme, c'est du faux droit. Donc moi, je faisais la simplification au nom de l'effectivité du droit et de la régulation, et non pas au nom de le moins de régulation. Donc il y a deux visions politiques. C'est donc pas un problème de clivage politique, c'est vraiment un problème de structure du pouvoir. C'est pas un problème d'option idéologique. Ouais, parce que c'est vrai que de loin, pardon Cyril, je pense que tu voulais dire quelque chose, mais je pose une dernière question et je te rends la parole. Mais tu fais ce que tu veux. C'est vrai que de loin, on a l'impression que pour nous que c'est quelque part un manque de volonté politique, et cette vision du fait que c'est c'est l'administration qui dispose d'un temps bien plus long que le politique. C'est pour ça que je voyais aussi un rapport de temps, parce que finalement le temps politique il est celui d'une législature, d'une mandature, en fonction du mandat dont on parle, mais finalement il est limité dans le temps, tandis que le temps administratif, si je comprends bien, et cet esprit du contrôle lui perdure systématiquement. En fait, c'est pas les politiques. Ça m'embête de dire ça devant Cyril, mais c'est pas les politiques qu'il faudrait guillotiner, mais c'est les très hauts fonctionnaires, quoi. Oui, alors je pense que c'est pas un problème. Je l'ai fait, Cyril, ça y est, c'est fait, j'arrête. C'est pas un problème de guillotine, parce que c'est de la culture, donc c'est beaucoup plus profond que les individus. C'est un problème de structure, c'est un problème de structure du pouvoir. De ce point de vue-là, la crise qu'on vient de traverser et de fait, un certain nombre de carences qu'elle a montrées dans l'organisation de l'État français peuvent être des moments où on se dit culturellement, quand même, il y a un intérêt à évoluer parce que là, notre truc, ça marche pas. Donc, c'est plutôt un problème de culture. Et la culture, c'est quoi? C'est le rapport à l'usager. Voilà. C'est que quand vous êtes producteur de politiques publiques, est-ce que ce qui est intéressant, c'est de produire des politiques publiques, ou est-ce que ce qui est intéressant, c'est de savoir si les politiques publiques que vous produisez rencontrent les besoins, les attentes et après la satisfaction de l'usager. Bien sûr. C'est ça le saut culturel. Aujourd'hui, évidemment, on n'est pas indifférent à ce qu'en pense l'usager, mais l'appareil d'État, c'est un producteur de politique publique voulu par le pouvoir. C'est pas quelqu'un qui vérifie en permanence et qui fabrique en permanence les choses pour que les citoyens usagers soient satisfaits, que la politique réponde à leurs besoins et que d'une certaine manière, ils soient contents du service rendu. Mmh. Mais alors du coup, moi je reviens sur ce que vous disiez sur les institutions. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté c'est foutu? Parce que je fais exprès de dire ça, mais c'est tellement l'anti-agilité de parler de contrôle, de normes et de l'autre, alors que l'agilité c'est plutôt l'indépendance, l'autonomie, on responsabilise chacun. Ça a l'air tellement lointain. Quelle est la lueur d'espoir éventuelle pour que ça marche? D'abord, il y a des succès dans l'organisation administrative française, y compris dans sa transformation récente. Il y en a un qu'on cite à raison très fréquemment, c'est le travail qui a été fait par l'administration des finances, qui pourtant passe pour une des plus difficiles, sur l'impôt. Les déclarations d'impôts, les prélèvements d'impôts, objectivement, c'est absolument formidable ce qu'ils ont mis en place.
et y compris d'ailleurs même en termes d'économie sur le fonctionnement de l'État. Ils ont réussi sur une séquence d'une dizaine d'années, non seulement à numériser une bonne partie des données, mais en plus à organiser le prélèvement à la source. C'est quand même c'est un changement énorme et ça marche plutôt bien et l'usager est plutôt satisfait. Et quand il y a des petits problèmes de taux de prélèvement ont changé, en 2 clics ça se règle. Donc il y a des exemples. On pourrait prendre des exemples moins connus mais tout aussi importants. Je pense au travail qui a été fait par une petite cellule qui modernise l'État grâce au digital qui s'appelle État Lab et qui montre des startups d'État, enfin on pourrait y revenir si vous voulez, qui avait remarqué, interpellé par les pompiers, que bien souvent les pompiers perdaient du temps et de l'efficacité dans leurs interventions parce qu'on leur indiquait une adresse qui n'existait pas sur les cartes. Dans la campagne, peut-être là où habite Christelle, par exemple, il y a des gens, on dit oui, c'est le hameau de Martin. Il y a le feu au hameau de Martin. Et si vous n'êtes pas du coin, le hameau de Martin, vous regardez sur une carte, il n'y a pas le hameau de Martin. Et cette administration a eu l'intelligence de croiser avec la Poste, donc la base adresse de la Poste, et toute une communauté comme Wikipédia de citoyens, les cartes, de mettre tout ça en open data, en accès libre, pour que les citoyens eux-mêmes complètent les cartes produites et les bases adresses produites par la Poste. Et résultat, grâce à ça, ça sauve des vies. Alors, donc, ça, c'est la modernisation d'une administration publique qu'est la Poste, via les citoyens. Donc, il y a plein d'exemples de choses qui peuvent marcher dans l'État pour rosir un peu le tableau. Mais est-ce que vous avez pu identifier pourquoi ça avait marché, par exemple, la réforme des impôts, et quelle est la méthode qui a fonctionné? C'est un franc-tireur? C'est un ordre venu d'en haut? C'est une administration souterraine? Non, là, ça a marché parce qu'ils ont pris des bons, d'abord, et des gens ils ont croisé des profils de l'État, des inspecteurs des finances, et des gens qui venaient du privé, donc ils connaissaient un peu des méthodes de transformation via le digital, et donc ils ont intégré une culture qui n'existait pas. Ils ont pris du temps, ils n'étaient pas 6 mois près, et ils n'ont pas hésité à ajuster le tir chaque fois que nécessaire. Donc ils ont été très très innovants par rapport au schéma classique de l'administration où il n'y a que les fonctionnaires, pas de culture du privé, qui doivent produire une politique vite, et qui est la vérité révélée pour la vie entière. Vous voyez, mais sur les paramètres de production, il y a eu des changements. Du privé, on prend son temps et on fait des prototypes qu'on ajuste. Ouais, ça, on voit bien que on reconnaît d'ailleurs des méthodes d'agilisation là-dedans qui sont reconnues en entreprise. On prend un petit domaine, on fait un MVP. Ici, on a appris aux gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un MVP pour démontrer quelque chose. Et on le voit bien parce qu'effectivement, tout à l'heure vous citiez le cas des administrations, de l'administration financière qui effectivement a fait une révolution considérable, où on voit apparaître des petits produits de temps en temps, des nouveaux petits produits digitaux de l'État qui sont effectivement très 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 sympas, mais effectivement tant que ces startups ne rayonnent pas à un niveau très élevé, nous pendant ce temps-là on attend sur tout le reste et on se demande combien de temps ça va prendre parce que ce sont que des petites gouttes là où on a besoin d'un océan de réformes. Comment on peut d'un seul coup franchir des étapes, et est-ce que comme des crises très intenses l'ont été dans le passé, des guerres, etc., la crise présente, on a été exposé à des quantités de data phénoménales récemment, pourrait d'un seul coup, est-ce que ça peut bouger les choses? Parce qu'il faudrait qu'on aille plus vite, quoi. D'abord, oui, je pense que ça peut bouger les choses. Je crois même savoir qu'ils sont en train d'y réfléchir, parce que un certain nombre de difficultés de l'État sont quand même apparues absolument manifestes dans cette crise. Et dans la sortie de crise, dans les nouvelles orientations que le pouvoir imagine pour la sortie de crise, il y a... En tout cas, c'est en train de se préparer, je crois savoir, des choses relatives à l'organisation de l'État. Donc, la question de la prise de conscience me semble avoir été traitée par la crise et par la crise qu'on vient de traverser. En tout cas, je l'espère. Mais ensuite, pas fini d'ailleurs. Mais...
C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Pour que ça marche, il y a deux choses. Un, je ne crois pas qu'on puisse le faire en France, compte tenu des blocages, sans un mandat du peuple. Donc pour moi, c'est un programme de présidentiel. C'est pas un truc que vous découvrez en cours de mandat et puis vous dites « Ah, c'est génial, je vais tout transformer dans l'État ». Vous pouvez avancer, ce ne serait pas inutile. Vous pouvez montrer sur un exemple bien particulier que ça peut marcher, mais ça doit être au cœur du pacte démocratique. Vous devez aller voir les citoyens dans une présidentielle, dire « Écoutez, j'ai compris, il y a un problème entre vous et les services publics et l'État en général, voilà, de distance, de défiance, et je m'engage à traiter cette question-là. Donnez-moi-en les moyens, et que ça tangue ou que ça se fasse dans la bonne humeur et la bonne ambiance, dans les deux cas de figure, permettez-moi de le faire parce que je pense que c'est vital pour le pays. Et puis deuxièmement, il ne faut pas croire qu'on va s'attaquer à la forêt vierge avec une petite machette. On va tout traiter en même temps. Je pense qu'il faut commencer par un applicatif bien précis, bien délimité, pour montrer que ça marche, et puis ensuite systématiser la démarche, même si la question de la systématisation, alors là, je parle à des professionnels, c'est le passage d'une expérimentation réussie à quelque chose de plus global, c'est encore un autre chantier en soi. La question qui me vient aussi quand je vous entends juste là, c'est vous dites qu'il faudrait un mandat présidentiel, donc que ce soit dans la campagne. Est-ce que c'est pas un sujet trop intello par les temps qui courent, où pour gagner, il faut promettre des choses beaucoup plus simples que ça? Je crois savoir que vous étiez proche, par exemple, d'un Hamon dans la campagne qui, effectivement, proposait des choses, notamment dans le digital. C'était à peu près le seul à proposer ça. Et peut-être que c'était trop intelligent. Et est-ce qu'on peut vendre de l'intelligence pour gagner? Et non, je pense pas du tout, parce que après, on sait, quand on sait faire de la politique, on sait à peu près parler aux gens, de toute catégorie sociale et de tout niveau, et de tout niveau bagage. Et puis là, on parle entre gens qui connaissent bien ces sujets, mais on parle de choses très concrètes. Je prends un exemple tout bête. Voilà où on en est à Paris aujourd'hui. Vous pouvez aller boire un café à une terrasse. Si vous êtes un enfant de moins de 11 ans, vous pouvez prendre le métro sans masque. Mais si vous allez à l'école, sous réserve qu'il y ait des instituteurs qui y soient, parce qu'il y en a très peu, qui sont venus, puisqu'ils paraît-il, ils ont peur, vous ne devez pas toucher votre copain de classe dans la cour, parce que il y a des risques. Bon. On est dans une aberration, on est dans la capacité normative de l'État produit des bugs en série. Moi, enfant de 10 ans, je peux aller prendre un café dans une terrasse avec plein d'autres gens ici. Je peux aller à l'école ou au collège en métro sans masque. Mais en revanche, dès que j'arrive au collège, alors là, il ne faut surtout pas que je touche mes copains. Il faut que je sois à 1 mètre de distance dans la cour de récréation et à 2 mètres de distance dans la classe. Non, mais on est sans masque. Donc, simplifier la production de normes, la rendre cohérente et tout, c'est ça. C'est faire en sorte que les enfants puissent aller normalement à l'école demain matin. Vous voyez, si on vient sur Terre et fait des choses très précises, on se rend compte. C'est vrai, c'est très marrant ce que vous dites là, parce que ça peut pas m'empêcher de penser. Moi, je dirige une entreprise de un peu plus de 1000 collaborateurs qui a plusieurs dimensions. Et en fait, un des trucs auxquels on doit faire toujours très très attention dans une boîte, c'est de pas avoir 36 référentiels. C'est qu'une data qui est censée dire un truc, on la trouve qu'à un endroit, parce qu'il suffit qu'elle soit à plusieurs endroits, et avec le temps, ça devient quelque chose de différent dans lequel plus personne n'a confiance. Et effectivement, le fait d'avoir un genre de référentiel unique sur ce genre de truc, ça paraîtrait tellement normal, quoi. Et a priori, on est loin. Mais du coup, ça pose la question de la production, ça pose la question de décloisonner les choses, puisque là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'administration de l'éducation nationale qui fait le règlement pour les écoles, c'est l'administration du ministère du Transport qui fait la réglementation pour les transports, c'est l'administration du Bercy, la concurrence, les prix, la consommation, qui fait pour les cafés, mais que les trois aboutissent à des aberrations, parce qu'elles sont complètement différentes, ça personne ne s'en fout. C'est l'affaire, dans l'État français aujourd'hui, de personne. De personne. C'est même pire que ça. C'est que vous avez eu l'autre jour un ministre, celui de l'éducation pour ne pas le nommer, et encore une fois, je me place que sur un point de vue administratif, pas sur un point de vue politique, qui fait une conférence de presse pour expliquer que les écoles doivent réouvrir, toutes les écoles doivent réouvrir, elles doivent accueillir plus d'enfants, et qui dit dans la phrase d'après, mais je sais que ça va être difficile,
parce qu'on a une procédure, on a 63 pages de procédure sanitaire et que ça va être compliqué. C'est-à-dire que la fabrique est tellement, comment dirais-je, délirante, enfin, il n'y a pas d'autre sujet, qu'elle entrave le politique. Qui, en disant, voilà ce que je voudrais, dit, mais je sais que je ne peux pas le faire. Enfin, là, on est quand même un petit peu au bout du fonctionnement actuel de l'État, et je pense vraiment que ça va dans la crise que nous traversons. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'Allemagne qui ferait mieux. On a pu voir dans la crise présente que peut-être l'Allemagne a mis les gens en traitement plus vite dans les hôpitaux et que ça a changé le taux de létalité. Il semblerait qu'on fasse maintenant pareil en France. Ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, et je ne suis pas un expert de la question, mais c'est juste, je veux dire, justement, il se trouve que c'est ce pays-là qui en Europe semble, avec une grande population comme la nôtre, semble avoir fait vraiment mieux. Alors on le verra, non pas sur les statistiques de mortalité de ce qui s'est passé, mais sur les probablement bien longtemps après, quand des démographes regarderont ce qui s'est passé ces années-là, qu'on verra le bilan démographique de ces années-là. Mais est-ce que c'est à votre avis par hasard qu'ils sont arrivés à ce résultat plus rapidement que presque tout le monde, en confinant même un peu moins d'ailleurs? Oui. Non, je pense que c'est. Moi, je ne veux pas idéaliser l'Allemagne et blâmer la France. Mais je suis obligé de reconnaître que dans le sujet qui nous préoccupe, dans la fabrique de politique publique ou de normes, ils ont réintroduit un corps étranger, entre guillemets, qui est étranger en France à la production, qui est la société. Je vais vous donner un exemple, qui n'est pas tiré de la crise, qui est de quelques années avant, mais qui est le meilleur que je connaisse pour montrer cette différence. C'est la mise en place du SMIC, donc du salaire minimum en Allemagne. Oui. Attention, c'est énorme. Hein. Ils ont mis ça en place il y a quelques années. C'était en 2012 ou 2013, c'était il y a quelques années. C'était un chantier énorme, y compris. Voilà comment ils ont fait. Ils ont pris le temps, ils ont regardé ailleurs, ils ont fixé avec les syndicats le salaire minimal de l'époque, je crois que c'était 9,50 €. Et puis, nous en France, une fois qu'on aurait fait ça, on serait allé au Parlement, on aurait voté, et puis on se serait rendu compte quelques mois après que c'était pas possible, qu'il y avait des secteurs qui ne pouvaient pas tenir ça. Eux, ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont dit très bien, on sait ce qu'on veut faire, on va vérifier avec la société si ça marche. Et ils ont saisi une structure qui s'appelle le Normenkontrollrat. En allemand, ça veut dire la structure qui vérifie l'efficacité de la norme, qui est composée d'entreprises très diverses, que d'entreprises. Ils lui ont dit, voilà ce qu'on s'apprête à faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et sachant que les avis de ces Normenkontrollrat sont des avis publics, que le gouvernement suit ou ne suit pas, mais qui sont absolument publics. Ce n'est pas 24 pages, c'est une page, 2 pages. Et le Normenkontrollrat, il a réuni toutes les entreprises, et au bout d'un moment, il a dit, ça fait disparaître un certain nombre de professions. J'en prends 2, parce qu'elles m'avaient frappé. Les colporteurs de journaux, c'est-à-dire les gens qui portent les journaux sous votre palier le matin à 7h30 à New York. Vous connaissez ça très bien pour ceux qui y travaillent. Je sais que vous avez des équipes là-bas. Et les cueilleurs de cerises. On ne peut pas cueillir les cerises avec un SMIC à 9,50 €. Très bien. Donc ils ont dit, voilà, ces 2 professions-là vont disparaître. On vous dit, parfait, le gouvernement a revu sa copie. Il a dit très bien, pour un certain nombre de secteurs, dont ces 2-là, on va faire un régime différent du régime du SMIC, parce que ça ne passe pas. Ils ont voté à l'unanimité la mise en place du SMIC, et vous n'avez jamais entendu parler des problématiques liées à la mise en place du SMIC. La grande différence, c'est la réintroduction via cet organisme de la société, donc de l'usager, dans la fabrique de la loi avant qu'elle soit loi. Et ça, c'est valable partout, y compris dans le domaine de la santé. Et là, je pourrais vous donner là aussi des exemples, mais je pense que je serais trop long et vous m'en voudriez. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai une question, un peu un jeu, mais si demain vous étiez ministre de la simplification, ou pourquoi pas président, et comment vous mettez en place une nouvelle administration? Par quoi vous commencez? Quelle est la méthode selon vous, vous qui avez été? Je traiterai les questions de gouvernance d'abord. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'il y ait des lieux de décision identifiés. Alors aujourd'hui, en France, on ne sait pas qui décide de quoi.
Je prends un exemple tout bête, les transports en Île-de-France. C'est pas rien les transports en commun en Île-de-France. C'est théoriquement la compétence de la région Île-de-France. Mais, bien sûr, le ministre des Transports a un rôle très important, la SNCF a un rôle très important, la RATP a un rôle très important, les départements ont un rôle très important, les métropoles, c'est-à-dire enfin, bref, tout ce monde-là est réuni dans une structure qui s'appelle Paris Mobilité Île-de-France. Ils se réunissent, on ne sait pas trop ce qu'ils décident, et chacun repart chez lui et fait ce qu'il veut. Bon. On a un sujet de gouvernance des transports en Île-de-France. Et vous pouvez prendre tous les sujets, sur les hôpitaux, sur l'école, on a un sujet, l'État, les régions, les intercos, les départements, les communes. Enfin. J'ai été maire il y a un long moment, c'était dans le tout début des années 90, il n'y avait pas d'agglo, donc regroupement de communes, il y avait donc la mairie, le département, la région, l'État. Aujourd'hui, quand vous êtes maire, vous êtes dans une agglomération qui fait un certain nombre de choses, dans 7 syndicats intercommunaux des gestions département, au Grand Paris, qui est entre le département et la région. Vous passez votre temps en réunion et vous pensez avoir décidé des choses et vous vous rendez compte que finalement vous décidez. Je pense que la question numéro 1, c'est remettre la gouvernance sur ses pieds. Et ça, ouais. En le faisant, rapprocher les lieux de décision effective des usagers. Voilà. Donc, ça ne veut pas forcément dire décentraliser, même si ça passe par là, mais cette volonté-là. D'accord. Et accessoirement, je pense, deuxièmement, remettre de l'usager, pas en contrôle a posteriori, mais dans des fabriques a priori de politique publique, un peu comme les Allemands font. J'avais d'ailleurs proposé une nouvelle façon de fabriquer la voix, qui n'était pas du tout révolutionnaire, qui n'enlevait rien du tout comme pouvoir au Parlement, qui de toute façon en a très peu, qui au contraire en redonnait, mais qui faisait que, voilà, au lieu de prendre des lois à la va-vite et pratiquement par surprise, j'avais vu ça en Belgique et en Suède, on prévenait les gens, il y avait un certain temps avant la fabrication de la loi, et pour le coup, on arrêtait les navettes, donc on gagnait beaucoup plus de temps dans la façon de les fabriquer, enfin bref. Donc je pense que les questions numéro 1, pardon d'avoir été long, mais c'est des questions de gouvernance. Non, mais c'est intéressant, donc ça va. Frédéric ? Oui, mais justement, à propos de, justement, dans ce cas-là, si le problème est la gouvernance et que je reprends cette idée de temps politique qui est court, qui est celui qui en fait peut-être peut se raccrocher au projet des individus, des entreprises, etc. Parce que 5 ans, 4 ans, c'est des temps de planning qui sont des temps relativement longs pour un individu, relativement longs pour une entreprise, mais qu'on comprend. Qui quelque part, on comprend bien qu'on peut mettre plusieurs séquences à l'intérieur de ça, et ça paraît jouable. En revanche, s'oppose à ça la permanence d'un pouvoir administratif extrêmement fort. Donc ma question sur la gouvernance, elle est peut-être, j'ai peur que vous me jetiez d'un coup d'un verre de la main, mais il se trouve qu'il y a quand même un très fort mouvement de bascule entre l'administration et le pouvoir politique régulièrement, et que peut-être que quand on devient politique et qu'on était fonctionnaire, on continue à penser à ce qui nous à l'administration dans laquelle on a fait notre vie, quoi. Est-ce que dans la question de gouvernance, ça peut exister? Et je dirais que même, il y a peut-être même des choses comme ça avec le pouvoir syndical également. Moi, ça peut exister, mais je ne pense pas que ce soit le facteur explicatif. Le facteur explicatif, c'est la grande différence avec une entreprise qui fonctionnerait bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises. Hein. Et d'ailleurs, vous avez été un homme d'entreprise, parce je crois qu'on ne l'a pas dit. Non, parce que je fais attention à ne pas dire organisation publique, oulala, la catastrophe, organisation privée, génial. Si c'était si génial que ça, vous n'auriez pas de boulot d'ailleurs, donc ce serait triste. Ce serait triste pour vous. Donc, mais le CEO de la France, il est élu, c'est pas grave, on pourrait même imaginer des patrons de boîte le soir, mais il est élu sans aucune priorité. Il est élu sur un programme qui fait de l'ordre, en gros, de 175 pages minimum. C'est-à-dire, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'axe stratégique. Il est élu sur la base d'un plan d'action, fabriqué on ne sait pas trop comment, et qui, chaque fois, qui que ce soit, s'avère
en bonne partie obsolètes ou inapplicables. Le principal défaut, c'est ça. C'est pas l'administration qui en fait qu'à sa tête. C'est que le patron, il doit avoir 3 boussoles. Il doit être comptable de 3 boussoles, max. Il doit dire, voilà, moi, pour sauver mon pays, la France, je pense qu'il y a 3 choses importantes. On va transformer l'administration française, on va travailler avec le bassin méditerranéen, parce que je dis n'importe quoi, l'avenir est là, et on va s'occuper de la souplesse du travail dans les entreprises, parce que c'est le problème. Et puis c'est terminé. Vous voyez ? Et le mandat qu'il doit demander au peuple, c'est ça. Et ensuite, il est comptable de ces missions-là. Le gouvernement gouverne, mais lui, du coup, il surveille ça. Donc, c'est un problème d'architecture du pouvoir. C'est bien sûr que l'administration... Et si c'est ça, l'administration, elle se met en ordre de marche. Parce que les gens, ils sont quand même pas... D'abord, c'est des gens brillants, intelligents, accessoirement souvent quand même les copains de ceux qui sont au gouvernement, puisqu'ils sont copains de promotion. Donc, s'ils voient clair sur les 3 ou 4 priorités, je vous jure, ils ne sortiront pas des coups sur les 3 ou 4 priorités. Si c'est un magma de 175 pages, et si tout est prioritaire, chacun fait ce qu'il veut. J'ai une dernière question, parce que ça file, hein, mais est-ce que toutes ces idées-là, vous arrivez à les appliquer, vous, à la Cité du Design et dans votre job d'aujourd'hui ? Vous faites... Il faudrait vérifier sur place, mais moi-même, je ne vais pas vous dire que je n'y arrive pas, ce serait une catastrophe. Non, c'est une toute petite organisation, c'est une organisation de 100 personnes, de 90 personnes, donc c'est assez facile à faire, mais surtout ce que j'essaye de faire dans la Cité du Design, c'est de faire en sorte que ces méthodologies, parce que dont on a parlé, c'est finalement des choses assez proches de ce qu'on appelle le design thinking, c'est pas que ça, mais il y a beaucoup de ça, que j'essaye de transformer, d'avoir dans cette Cité du Design, une sorte d'école, en tout cas des modules de formation qui appliquent à la fabrication des politiques publiques les méthodologies du design. Le design des politiques publiques. Et donc former des cadres d'administration territoriale ou nationale à cette fabrique, entre guillemets, plutôt collaborative des politiques publiques, c'est un des grands défis qu'on s'est donné et ça marche plutôt bien. On va d'ailleurs lancer, dès la rentrée de l'année prochaine, un Master 2 sur ce sujet-là et on organise un summer camp de dirigeants d'administration nationale sur ce sujet-là aussi avec une école de commerce de Lyon et Sciences Po à Lyon. Mais ça veut dire qu'après, il va vous falloir aussi les frameworks d'application, quoi. Oui. Ouais. Ça sera la prochaine étape, ça sera de faire les frameworks d'application. Non, parce que ce qu'on va faire, c'est dans le summer camp, on va faire des cas. On va faire mieux que ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas former les gens puis le framework. On va faire... La formation va inclure, va être de fait un apéritif, un travail de cas sur le cas amené par le cadre qui vient faire la formation. D'accord. Et il va partir outillé. On ne va pas faire de la formation théorique. Non, mais justement, c'est ce que je pense, c'est qu'il faut partir outillé de là pour savoir comment derrière cette politique qu'on a designée au travers de cet outil, on va l'appliquer. On commence sur du générique ou sur des témoignages, des choses très précises. On fait une rupture dans la formation sur une analyse de cas amenée par le cadre dirigeant et il repart. Il ne peut pas le faire, mais au moins il a quelques guidelines pour quand il rentre dire les gars, j'ai compris, j'ai été touché par la grâce à la Cité du Design, maintenant on va changer nos façons de faire et voilà ce qu'on va faire. Bon, bah, c'est sur cette grâce qu'on va se quitter. Thierry Mandon, merci beaucoup d'avoir passé cette grosse demi-heure avec nous. C'était très intéressant. On fera un résumé de cet échange en 4-5 minutes, puis on vous l'enverra. Et on le postera aussi sur le net. Merci vraiment beaucoup. Et à très bientôt. Nous, on va rester avec Frédéric pour parler de la vie des entreprises pendant et après Covid. Générique. Merci Thierry Mandon. Merci.